Bonjour, bonsoir, mes précieuses femmes de valeur et mes précieux hommes de valeur. Encore une fois de plus, bienvenue à la session de Leadership Excellence pour femmes par femme. Je tiens d'abord à vous remercier où que vous nous suivez, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie ou quel que soit d'où vous nous suivez. Merci encore pour votre temps. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir sur le plateau deux hommes, deux leaders, deux entrepreneurs qui sont africains, qui peuvent sembler un peu, vous sembler un peu, je dirais pas bizarre, mais certains vont se poser la question, mais normalement, c'est le leadership excellence pour les femmes et par les femmes. Pourquoi est-ce que nous avons des hommes aujourd'hui? Parce que c'est vrai que nous parlons de leadership au féminin, hein, mais nous, les femmes, nous reconnaissons aussi que sans nos chers hommes, nos chers frères, nos chers parents, nos chers oncles, nous ne pouvons pas vraiment avancer dans quoi que ce soit que nous allons essayer d'entreprendre. Et c'est dans cette perspective que je vous avais promis que de temps en temps, j'amènerai sur le plateau des hommes qui sont leaders dans leur domaine d'expertise pour nous éclairer. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le plateau, Maître Mohamed Bouaré et son collègue aussi, Maître Koulibaly, qui pourra aussi intervenir. Je n'étais pas très sûre de son schedule, mais il a été vraiment gentil pour nous dire qu'il peut se rendre disponible. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir tous les deux. Je voudrais d'abord commencer par vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous pour commencer? Maître Mohamed et Maître Koulibaly, présentez-vous s'il vous plaît à nos invités. Je vous remercie, Madame, merci de nous avoir invités dans votre forum pour qui nous fait l'insigne honneur quand même d'intervenir dans un domaine plutôt réservé aux femmes. Mais bon, finalement, on doit penser aux hommes avant tout. Alors, j'interviens aujourd'hui dans ce forum, normalement devant être assisté par mon associé, mais il y a eu un léger empêchement. Peut-être qu'en cours de l'entretien, au cours de l'entretien, il pourra nous rejoindre si les aléas de la technologie le permettent, ainsi que son agenda qui est un peu chargé en ce moment. Alors, moi, je me nomme Maître Mohamed Bakari Bouaré. Je suis avocat dans un État de l'Afrique de l'Ouest dénommé le Mali. Je suis donc dans ce barreau que j'ai intégré depuis 2006 à nos jours. Et donc, c'est un barreau qui est pour tout le pays. On n'a pas la même particularité qu'en Europe où chaque ville a son barreau. Chez nous, le barreau représente tout le territoire malien. Donc, nous sommes au moins 430 avocats qui évoluent sur la sphère judiciaire au Mali. Donc, voilà un peu qui je suis. Merci beaucoup, Maître Mohamed Bouaré. Et pour ceux qui vont se poser la question, mais il semble que vous avez le même nom de famille. Oui, Maître Bouaré, en fait, est mon petit frère de sang. Donc, je me suis dit que, vu certaines expériences que j'ai vécues récemment, quand je suis allée en Afrique, non seulement récemment, mais aussi durant tout mon séjour de presque 20 ans aux États-Unis, il y a beaucoup de choses que j'ai notées par rapport aux jeunes en Afrique. La mentalité pour commencer, ensuite l'attitude vis-à-vis de la profession, du travail, de l'entrepreneuriat. Et donc, comme je l'ai dit, durant mon séjour en janvier passé en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui m'ont vraiment, et je dirais, choquée, mais en même temps aussi d'un autre côté, qui m'ont vraiment donné de l'espoir. Choquée dans le sens où, d'un côté, je voyais
pas mal de jeunes, en fait, qui étaient comme dans un état de léthargie, dans un état où, bien vrai qu'ils ont des diplômes, ils ont toujours cette tendance à penser que soit l'État doit leur venir en aide pour leur donner du travail, ou que la famille, ou même des gens qui ne connaissent pas, doivent leur venir en aide. Je vais être vraiment explicite. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, le thème de notre entretien, c'est cœur ouvert sur la jeunesse africaine et l'entrepreneuriat. Et lorsque nous parlons de cœur ouvert, nous allons vraiment parler des choses peut-être qui... Certains vont trouver que c'est tabou, mais je pense que c'est nécessaire que nous puissions adresser cela avec la jeunesse, que nous puissions vraiment nous asseoir sur cette plateforme d'aujourd'hui. Et mon désir est vraiment que aussi, il y aura beaucoup d'autres plateformes où vraiment nous pourrons discuter de ce qui se passe avec la jeunesse, des maux que traverse la jeunesse, du mal que traverse la jeunesse africaine aujourd'hui, et spécialement la jeunesse africaine francophone. Je vais rentrer dans le détail au fur et à mesure de la discussion. Maître Coulibaly, bienvenue et encore pour ton temps. Nous venons juste de commencer, donc je voudrais te donner l'opportunité aussi de te présenter avant que nous n'allions sur le second point du débat d'aujourd'hui. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter à nos téléspectateurs qui tu es en tant qu'homme, en tant que maître de profession? Ok, très bien, merci beaucoup, merci. Merci pour cette tribune et cette opportunité que tu nous donnes de partager notre expérience et notre vécu par rapport à la thématique proposée aujourd'hui. Désolé pour ma connexion tardive. Bon, la connexion et la technologie est ce qu'elle est. Je suis avocat au barreau du Mali depuis 2013 et je suis associé donc de Mohamed Bakary Boiré dans ce cabinet qui s'appelle Satis Partner. Et moi, je travaille plutôt sur toutes des problématiques qui sont liées au conseil aux entreprises, en fiscalité, en droit des affaires. Voilà, de manière un peu générale, mon profil. Et je pense qu'au cours de la discussion, on aura l'occasion éventuellement de revenir sur ce qu'on fait et sur comment on travaille. Absolument. Merci beaucoup, Maître Coulibaly. Voilà. C'est vrai que ce n'était pas programmé, parce que je n'étais pas sûre de ton emploi du temps, mais je pense que je vois déjà où est-ce que ceci va aller et je pense que ce sera vraiment un atout pour ceux qui nous suivent et surtout pour la jeunesse qui va nous suivre. Je vais m'expliquer un peu plus. Au départ, je me disais que, bon, en tant que maître Mohamed, la seconde question, en fait, c'était de nous parler de son parcours. Lorsque je suis venue à Bamako, je t'ai rencontré au cabinet. Ça a été un plaisir d'ailleurs. Et je sais aussi que ton parcours avec le sien a été légèrement différent. Et je pense que dans ce sens-là, ça va beaucoup édifier nos téléspectateurs. Je vais parler dans le sens où, venons d'abord à Maître Mohamed. Si tu peux-tu nous expliquer un peu ton parcours d'études? Et ensuite, je vais revenir à Maître Coulibaly. Où est-ce que tu as fait tes études? Et je vais maintenant faire je ne dirais pas, en anglais, nous disons compare contrast, c'est-à-dire montrer les deux aspects de parcours qui semblent être différents, mais qui, quelque part, se sont rejoints pour vraiment établir quelque chose de formidable. Donc, Maître Mohamed Boiré, commençons d'abord par toi. Alors, je te remercie, Madame Merci, pour m'avoir donné la parole pour parler de mon parcours. En fait, mon associé présente un parcours vraiment différent du mien. Parce qu'à la base, moi, depuis le collège, j'avais pour ambition de devenir avocat. Alors, je l'avais en tête et en vision. Une fois que je suis allé au lycée, je suis allé embrasser une branche pouvant conduire moi, c'était d'aller faire droit. Donc, j'ai fait mon cursus universitaire ainsi pour décrocher mon diplôme, la maîtrise en droit privé des affaires. Et je me suis tenté à beaucoup d'examens, mais en réalité sans réelle conviction. J'attendais l'examen du barreau que j'avais préparé durant 3 ans.
parce que depuis 2003, j'étais entré dans un cabinet d'avocats, celui du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, Feu Ibrahim Maïga, et j'ai donc eu l'examen du barreau que j'ai tenté une seule fois en 2006. Et lorsque j'ai réussi à accéder au barreau, j'ai fait mes 2 ans d'année probatoire. Donc en 2008, j'étais avocat plein. Et c'est là qu'en 2010, j'ai décidé d'évoluer seul, d'aller ouvrir mon cabinet individuel en disant à mon patron, patron, je voudrais aller m'installer et mon cabinet te servira donc de cabinet secondaire, ce qu'il a très bien pris. C'est ainsi que je me suis installé au départ à mon propre compte. Tenez-vous bien, avec 14 500 francs en poche. Je dis bien 14 500 francs en poche et un seul dossier de client. J'avais besoin d'un local, ce que mon frère Boubacar a su mettre à ma disposition. Donc, j'avais mon petit bureau, on partageait le même secrétariat, évoluant, crescendo, petit à petit. J'ai donc décidé, 2 ans plus tard encore, d'aménager dans un appartement qui était dans le même quartier. C'est ainsi que mon associé, avec lequel j'ai grandi dans le quartier, lui aussi était en stage de notaire, mais bien avant cela, il a fait des sociétés commerciales, donc il parlera suffisamment de son parcours. Avec lui, on a décidé donc de traiter des dossiers à distance. Et comme il y avait la connexion entre nous, on a décidé donc de convoler ensemble pour regrouper nos 2 structures, parce qu'il avait également sa société commerciale de fiscalité et de conseil en droit des affaires. On a décidé donc de nous réunir pour donner ce qu'on appelait la société civile professionnelle d'avocats, appelée Satis Partenaire, en 2017. Donc, de 2017, nous nous sommes installés dans un grand immeuble, dans un des quartiers UP de Bamako, et où nous travaillons ensemble. Et avec la collaboration d'autres avocats qu'on a pu amener avec nous, et notre équipe est appuyée donc par 14 collaborateurs qui nous aident dans nos missions habituelles. Donc, voilà un peu mon parcours. Depuis l'école, j'ambitionnais de devenir avocat pour ensuite passer mon baccalauréat, sachant ce que je voulais. Je suis allé faire droit. Sorti de l'université, j'ai attendu 3 ans pour préparer l'examen au barreau que j'ai fait. J'ai accédé au barreau. 2 ans plus tard, donc 4 ans plus tard, j'ai décidé donc de m'installer à mon propre compte. Et tenez-vous bien, de 2010 à 2017, 7 ans après, j'ai décidé donc de me regrouper avec d'autres avocats, dont le principal qui est mon associé, Maître Mamadou Koulibaly. Voilà. Merci beaucoup, Maître Mohamed. Juste un petit point que je voudrais que tu éclaircisses avant que je passe le micro à Maître Koulibaly. Est-ce que tu peux être spécifique où est-ce que tu as poursuivi tes études de droit? Dans quel pays exactement? Je vais vraiment en fait attirer une attention très, très importante tout à l'heure. Tout à fait. Et comme je vous l'ai dit, d'abord, je suis né et j'ai grandi au Niger, dans la capitale appelée Niamey. J'ai donc passé toutes mes premières études là-bas pour que lorsque j'ai passé mon brevet pour aller au collège, il y a eu une révolution au Mali qui a amené mes parents donc, à revenir au pays. Donc, c'était en 92. La révolution s'est passée en 91. Donc, en 92, toute la famille a décidé de quitter le Niger, où notre papa s'est installé pour des raisons professionnelles, était un entrepreneur de son état. Alors, lorsque nous sommes revenus au pays, voilà donc que j'ai changé de système scolaire pour me retrouver dans un nouveau système. Mais comme je l'ai dit à l'entame, j'avais toujours en vue d'être avocat. Alors, au Niger, j'ai fait des écoles privées. Au Mali, des écoles privées que j'ai quitté au Niger, je suis venu directement dans les écoles publiques. Vraiment, j'ai fait mon collège dans une école publique, mon lycée dans une école publique et mon université également à la faculté de droit du Mali, qui est également une école publique. Donc, du privé dans ma tendre enfance, brusquement, je me suis retrouvé dans le public et cela ne m'a pas du tout perturbé dans ma vision, dans ma concentration de ce que je voulais depuis le départ. Merci beaucoup, Maître Mohamed. Nous allons passer maintenant à Maître Koulibaly. Entre-temps, je tiens vraiment à dire que j'adore cette discussion. Et je suis sûre que les téléspectateurs aussi sont vraiment d'être édifiés. Maître Koulibaly, à toi maintenant l'honneur. Peux-tu un peu nous expliquer ton parcours, s'il te plaît? OK. Alors, moi, mon parcours, il est quand même assez similaire à celui de Mohamed.
Mais c'est vrai que sur le focus et la vision de carrière, moi, j'ai eu quelques errements, on va dire, mais j'ai quand même su trouver ma voie par la suite. Donc, moi, je suis né au Sénégal et un peu comme la famille de Mohamed, je vivais au Sénégal avec ma famille. Bon, voilà, étant enfant, mon père avait des fonctions au Sénégal et il couvrait l'Afrique de l'Ouest. Et il a été décidé également à la même période, hein, c'est marrant, de revenir au Mali. Donc, moi, ma famille est revenue au Mali en 90, quelques temps avant les événements de 91 au Mali. Et bon, comme Mohamed l'a précisé, effectivement, moi, depuis le Sénégal, en fait, j'étais dans une école privée. Au Mali, quand je suis arrivé, j'étais également dans un lycée privé où j'ai eu mon bac. C'était le lycée français. Et quand moi j'étais au lycée, j'ai eu j'ai eu plusieurs, on va dire, phases dans mon choix de carrière. Au début, je voulais être diplomate. J'étais très intéressé par la diplomatie, tout ce qui était relations extérieures, ambassadeur. Voilà, c'était des choses que j'avais en tête comme ça, sans réellement savoir comment comment ça se passait dans le métier. Et après, au fil du temps et au gré des journées carrières qu'il y avait à l'école, j'ai eu de l'intérêt pour la profession de notaire. Donc, au départ, quand j'ai embrassé mes études de droit, donc juste après mon bac, mes études de droit, je les ai faites. Une partie de mes études de droit ont été faites en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai eu mon bac, je suis allé en Côte d'Ivoire dans une école privée, pas à l'université. Comme il faut le préciser, parce que l'université africaine, malheureusement, en tout cas dans certains pays, ont connu beaucoup de chamboulements. Et l'opportunité qui s'offrait à moi à l'époque, c'était celle d'une université privée à Abidjan, où j'ai effectué mes études de droit dans le but d'être notaire. Donc, toute ma carrière et tout mon cursus était destiné à faire du notariat. Et après mes 4 premières années de droit, je suis d'ailleurs rentré au Mali pour travailler dans un cabinet de notaire. À l'étude de Maître Gaoussou Aïdara, j'étais clerc de notaire là-bas, en attendant une inscription en France pour faire un diplôme de notariat dans une université française. Bon, je suis allé 2 ans après avoir été clerc de notaire ici. Et quand je suis allé en France, j'ai fait ma première année de notariat là-bas. Et puis après, bon, pour des raisons le notariat, c'est quelque chose de très fermé quand même, il faut le dire. Et surtout en France, c'est la sélection à l'entrée dans les masters en droit notarial est assez élevée. Moi, j'avais pourtant tout le profil qu'il y avait. J'avais travaillé chez un notaire, j'avais de bonnes notes, puisque j'ai repris même une classe là-bas pour pouvoir avoir le diplôme. Bon, je n'ai pas été pris en notaire, mais j'ai été réorienté vers un diplôme qui correspondait également à mes aspirations, la fiscalité, un diplôme en droit des affaires en fiscalité. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un Master 2 en fiscalité, en droit des affaires en fiscalité. Et c'est vraiment ça qui, on va dire, a redéfini une grosse partie de ma carrière. Et paix à son âme, j'ai un grand frère qui était notaire, qui était notaire et qui malheureusement, à cause du Covid, nous a quittés aujourd'hui, Maître Boubacar Sow Bouchou, qui m'a vu un jour au cabinet quand j'étais clerc de notaire. Il savait que je voulais devenir notaire. Il m'a dit, mon petit frère, tu sais, dans la vie, il ne faut pas croire qu'on ne verra pas le soleil, c'est une traduction, on ne verra pas le soleil sans devenir notaire. Tout est ouvert à toi. Donc, ne te ferme pas dans une seule voie, sois ouvert. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, mais en étant en France, j'ai toujours eu ça à l'esprit. Étant en France, quand je me suis rendu compte que la voie du notariat était fermée pour moi du fait de l'accès au diplôme, je me suis reconverti. Et donc, je suis revenu au Mali en 2008. Oui, en 2008, où j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable, puis chez Orange. Bon, j'ai eu une vie, en fait, en entreprise. Et peut-être que ce qui est intéressant, en fait, de savoir comment je suis arrivé à la profession d'avocat, parce que comme Mohamed l'a dit, lui, depuis le début, c'était clair. Il voulait être avocat. Moi, avocat, ce n'était pas dans mes plans. Sincèrement, ce n'était pas dans mes plans. Et d'ailleurs, on se
on se fait des petites blagues au quotidien en disant, bon, toi, tu es un avocat de salon parce que moi, je suis un avocat qui ne plaide pas. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Moi, je fais plutôt des consultations. Et c'est un collègue à Orange lorsque dans la dernière, qui a déposé ma demande d'inscription au barreau du Mali pour faire. Et c'est lui-même qui a déposé mon dossier pour l'examen. C'est même pas moi qui étais là. Moi, j'ai dit, bon, je ne veux pas faire de concours. Il m'a dit, non, tu vas le faire, il faut le faire. C'est comme ça, en quelque sorte, que je suis devenu avocat. Donc, c'est un peu un coup du sort. J'étais en entreprise, je faisais du conseil fiscal, j'avais quelques clients en conseil personnel. Et puis, bon, finalement, je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, pourquoi ne pas tenter l'aventure? Et voilà comment je me suis retrouvé. Donc, effectivement, c'est deux parcours différents où on avait quelqu'un qui avait ça en ligne de mire, quelqu'un d'autre qui est un peu arrivé là, pas vraiment par hasard, mais bon, c'est le sort, quoi. Merci beaucoup, M. Coulibaly. Je vais maintenant venir à la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que, en fait, je suis même en train de savourer ce moment avec vous deux, parce qu'en fait, nous avons la conception, beaucoup de jeunes en Afrique ont cette conception qui, en réalité, est wrong, qui n'est pas justifiée, en fait, qui n'est pas fondée, de penser qu'en fait, que pour être au niveau où vous êtes aujourd'hui, dans votre cabinet d'avocat, nous allons revenir tout à l'heure au prix que vous avez emporté, votre cabinet a emporté, et comment est-ce que vous vous positionnez dans la sous-région et même au Mali. Mais là où je vais en venir, c'est que beaucoup en Afrique, et surtout la jeunesse, pensent qu'il faut être né dans une famille de privilèges. Il faut avoir les connexions avec les grands. Il faut avoir fait des études à l'extérieur, en Europe ou aux États-Unis, pour pouvoir réussir en Afrique. Et là, maintenant, je n'ai pas besoin de justifier ou de prouver à qui que ce soit. Voilà deux exemples de jeunes, avec un qui a fait, que j'appellerais un produit brut de l'Afrique, notamment Maître Mohamed, qui a fait tout son parcours dans plusieurs pays en Afrique, je vais dire parcours scolaire, et qui a commencé aussi sa profession d'avocat en Afrique. Et voilà un autre jeune qui aussi a commencé en Afrique, qui au début ne savait même pas qu'il voulait être avocat, avait d'autres ambitions de diplomatie, et ensuite a touché au notariat, s'est retrouvé en France, et il a eu des blocages. Et à un moment, il avait même pensé laisser tomber ce rêve de devenir notaire. Mais les choses étant comme ils le sont, parce qu'il avait déjà ce désir-là, ce drive, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire, comment est-ce que je dirais drive en français? Ce punch et ce désir un jour de devenir ce qu'il veut être, je ne dirais pas la chance. Hein. Pour moi, en fait, il n'y a pas de chance. Hein. En toute chose, lorsque tu sais ce que tu veux, lorsque tu sais où tu vas, la vie va t'amener des gens qui seront là pour t'aider, pour te pousser. Donc, nous avons deux jeunes de l'Afrique qui semblent être différents, mais qui aujourd'hui représentent un exemple de succès. Où est-ce que je vais venir à ça? Je vais venir au fait que nos jeunes en Afrique doivent vraiment arriver à comprendre que tu n'as pas besoin d'aller en Europe des fois, tu n'as pas besoin d'avoir des parents aisés, tu n'as pas besoin de millions pour commencer quelque chose. Tout à l'heure, Maître Mohamed l'a dit, il a commencé avec 14 500 en poche, sa profession. Encore une fois de plus, pour ceux qui viennent de nous prendre, le thème d'aujourd'hui, c'est « Cœur ouvert sur la jeunesse africaine et l'entrepreneuriat ». Et lorsque je dis « cœur ouvert », nous allons vraiment parler des choses qui vont peut-être choquer certaines personnes, mais je pense que pour apporter un changement de mentalité et de comportement, il faut vraiment que nous nous asseyons sur la table comme aujourd'hui nous le faisons. Et mon désir est que ce ne sera pas seulement la première fois que cela va se faire, mais ce sera vraiment continuel afin qu'il y ait vraiment un réveil de conscience de la jeunesse africaine, surtout francophone. Donc, je parlais tout à l'heure du fait que vous deux sont vraiment un exemple palpant du fait que si tu, en tant que jeune Africain, si tu as le désir, vision, si tu sais t'entourer de gens qui ont déjà réussi avant toi, il n'y a aucune raison que tu ne puisses accomplir les désirs de ton cœur. Maintenant, je vais venir maintenant
à un autre mythe avec la jeunesse africaine que j'ai beaucoup constaté, qui est de penser que la famille, la société ou l'État doit être là pour les aider. Là, moi, je vais parler brièvement en fait de mon cas à moi et du cas des jeunes de la diaspora africaine, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou d'autres pays du monde. Nous subissons tellement de... Je ne dirais même pas, je ne vais pas me mettre dedans, mais je dirais plutôt, les jeunes de la diaspora subissent énormément de pression de la part de leur famille en Afrique. De la part des jeunes de leur famille qui attendent tout de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs tantes ou du membre de famille qui est à l'extérieur. Dans le sens où c'est chacun qui vient avec des demandes et des fois, tu te poses la question, mais où est-ce qu'ils trouvent même le courage de te demander ce genre de support? C'est des demandes à n'en point finir, des demandes, quand tu traduis ça dans le dollar ou l'euro, c'est pratiquement dans les 10 000, 15 000 dollars où chacun vient pour te demander de l'argent pour financer leur projet. Or, nous savons que même en Afrique, ou que ce soit en Europe ou dans le monde, lorsque tu vas par exemple à une banque pour demander un financement, la banque va d'abord te demander ton plan de projet, numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce que toi-même tu apportes financièrement à ce projet? Et donc, malheureusement, dans le cas de la diaspora, des jeunes de la diaspora africaine, cela ne se passe même pas. Les membres des familles les appellent à tout moment pour poser des problèmes, je ne dirais même pas des problèmes, mais des soi-disant projets qu'eux, ils veulent accomplir ou monter en Afrique avec, pas l'espoir, hein, mais avec la demande ferme que ces membres de famille qui sont en Europe ou en Amérique doivent financer. Et si cela ne se fait pas, ça amène des tensions dans les familles. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune, qui avez réussi dans l'entrepreneuriat, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes-là? Je vais d'abord commencer par Maître Coulibaly. Alors, merci. Vous savez, c'est comme si je passe mon temps, moi, à dire ça autour de moi, à mes cousins, à mes petits frères, qui ont envie d'aller tenter l'expérience aussi. Parce qu'il y a plusieurs choses, en fait. Il y a le fait de voir ceux qui sont à l'étranger et de vouloir qu'ils leur envoient de l'argent pour faire ceci ou cela. Et il y a aussi la volonté d'aller là-bas forcément pour soit travailler, soit aller à l'école ou faire autre chose. Moi, c'est notre quotidien, en fait. Et ce que je leur dis, c'est qu'il faut avoir déjà un objectif. Comme Mohamed l'a dit. En fait, c'est ça qui détermine tout, en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, le drive dont tu parlais, en fait, c'est de vouloir réussir. OK, mais par quels moyens? Moi, je ne savais que je n'allais pouvoir réussir qu'à travers ce que j'ai acquis à l'école. Chacun est conscient de ses capacités. Mohamed savait que lui, c'est en faisant en devenant avocat qu'il allait s'en sortir. Donc déjà, se fixer un objectif, se dire, bon, c'est là où je veux aller. Et aujourd'hui, on peut être tout ce qu'on veut dans le monde si on en a la volonté. Et je passe mon temps, même à mes collaborateurs, c'est ce que je dis. Mes collaborateurs, les juristes, les jeunes qui nous rejoignent, je leur dis, rien n'est sorcier. OK, l'école, c'est bien, mais on apprend à peine 20% de ce qu'on pratique au quotidien à l'école. On apprend tout sur le tas, on apprend tout dans la pratique. Donc, essayez d'apprendre, essayez d'être curieux, essayez de maîtriser tout ce que vous faites, essayez de vous donner tous les moyens possibles pour réussir ce que vous commencez. J'ai un cousin, il vient me voir, j'ai besoin d'argent. Même ici, nous, on est sollicités pour ça. Il a besoin d'argent, il veut faire un projet, mais j'ai dit, mais OK, tu veux vendre de l'essence, mais est-ce que tu t'es renseigné sur la vente d'essence? Quels sont les profits que tu peux réaliser? Quel est le circuit d'approvisionnement? Quels sont tes clients, etc. J'ai dit, il n'y a pas de place. Une étude de marché. Une étude de marché, il n'y a pas de place au hasard.
et toi, tu veux embarquer les gens dans ton business sans toi-même avoir de certitude. Parce que tu as vu qu'il y a un ami ou une vague connaissance qui l'a fait et ça a marché. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que cette jeunesse-là, malheureusement, n'a pas les bons repères. On ne voit pas et on nous donne malheureusement pas cette tribune que tu nous donnes aujourd'hui. Parce qu'on voit souvent un peu le produit fini, on voit ce qui a réussi, mais on ne sait pas par où ces personnes-là sont passées ou comment ces personnes-là ont fait pour réussir. Moi, ce que je dis à mes gens, je dis à mes collaborateurs avec qui on travaille, je dis, écoutez, moi, je suis chantre du management par l'exemple. Regardez mon parcours. Je ne suis pas docteur, je n'ai pas eu de doctorat ou autre. Je n'étais pas spécialement le meilleur de la classe à l'époque, mais j'avais cette volonté-là de réussir dans ce que je faisais, dans tout ce que j'entreprenais. Donc, partout où tu passes, laisse une bonne idée de toi, montre que tu travailles bien et de fil en aiguille, de connexion en connexion, toi-même, tu vas t'entourer de bonnes personnes qui vont te pousser. Aujourd'hui, tout autour de moi, c'est des anciens collègues, des gens avec qui j'ai travaillé, qui ont vu tout le sérieux que j'ai mis, le cœur que j'ai mis à l'ouvrage, comme on dit, je travaille encore, ou que moi je fais travailler, bon, moi, il y a toujours cette synergie qui fait que je continue à avancer. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qu'il faut agréger les unes avec les autres, mais la première chose, c'est d'être soi-même conscient de la direction qu'on veut emprunter. Tout commence par là. Après, maintenant, on commence à réunir ou à agréger toutes ces choses-là ensemble. Merci beaucoup, Maître Koulibaly. Maître Mohamed? Oui, tout à fait. Je vous rejoins par rapport à ce troisième point de notre entretien. Quel conseil donner à la jeunesse africaine? En fait, peu importe que l'on soit né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ou bien que l'on vienne des situations les plus difficiles. Je ne parlerai pas de certaines parties de ma vie intime, mais je dirais que quand on est observateur dans la vie, tout ce qui nous arrive, si cela ne nous tue pas, ne peut que nous fortifier davantage. Il faut savoir tirer les leçons de tout enseignement. Même la moindre chose que vous pouvez penser insignifiante a une importance dans le cours de votre vie, dans votre parcours. Je m'en explique. Lorsque j'étais à l'université, ma grande sœur, merci Boiré, qui anime ce forum, m'a amené à participer à certaines sociétés qui faisaient des études de faisabilité, de marché, m'a amené à participer à leur enquête d'études de faisabilité. Donc, vous allez sur le terrain pour faire la promotion d'un produit devant être mis sur le marché, voir donc est-ce que ce nouveau produit pourra marcher. Déjà, sonder les gens sur cet aspect-là avant la mise en œuvre de l'entreprise. Donc, voilà que j'ai fait plein de réalisations d'études de marché sur le terrain. Mais cela m'a appris une chose, la persévérance. On vous donnait 100 à 150 fiches à remplir par jour. Quel lien cela avait avec mon métier d'avocat? Si mes confrères diront certainement que je suis un avocat très courageux. Et quand je tiens un dossier, je ne le lâche pas, je vais jusqu'au bout. Alors, je vous dirais que de cause à effet, le fait d'avoir fait des études d'enquête de marché sur le terrain m'a donné cette force à résister à toutes les contingences, à aller de l'avant. Donc, moi, je pense que un conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est d'abord de croire en soi-même. Comment vous voulez réussir une chose alors que vous-même, vous ne croyez pas à la chose? Comment vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, que vous soyez un avocat pour remporter une cause? Ce n'est pas forcément le plus doué des avocats, mais c'est celui qui a su remporter la conviction des magistrats lors des procès. Alors même peut-être qu'on n'a pas cette vérité juridique. Alors voilà, il faut au cœur donc de toute action, il doit y avoir la confiance en soi, en ce qu'on fait. Et quand on a confiance en soi, on ne peut aller que de l'avant.
La deuxième des choses, il ne s'agit pas que d'avoir une confiance en soi, il faut avoir une vision, un projet. On ne peut pas rester là à vivre du jour au lendemain sans se projeter dans l'avenir, se dire demain, j'aimerais être ça. C'est ce qui a été à l'origine de la création de notre regroupement, mon associé Mamadou Koulibaly et moi. Nous avons tous notre cabinet individuel, lui faisant du conseil en droit des affaires et en fiscalité, moi étant avocat déjà avant lui, 6 ans avant lui. J'ai donc, je faisais des prestations judiciaires et juridiques. Alors, on a donc décidé d'aller ensemble pour avoir ce premier projet commun afin de réunir nos forces pour être plus forts. En créant donc cette société, on est 6 avocats aujourd'hui, donc deux associés et 4 autres collaborants avec nous, venant d'horizons divers, d'Europe et d'Asie. Mais d'Amérique également. Et autour de nous, on a dit il y a des collaborateurs. Mais on se projette encore parce que vous venez que même notre nom, le nom du cabinet, on a écrit Pan-African Law Firm. C'est-à-dire qu'on a déjà l'idée de ne pas rester au plan local, mais d'aller conquérir le marché, tant africain et même voire européen international. Nous avons commencé. Mon associé a défendu des dossiers devant le tribunal sportif en son temps, lorsqu'il était avec son ancien maître de stage. Il a eu à défendre également des dossiers d'arbitrage tant au Mali qu'à Abidjan. Moi, j'ai eu à défendre des dossiers de contentieux international que d'arbitrage en France, au Luxembourg et bien d'autres ailleurs. Donc, vous voyez qu'il faut avoir une vision. Ne pas se contenter de dire oui, j'ai la volonté de travailler, oui, je crois en moi-même, mais il faut canaliser cette force vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, voilà un peu mon conseil à la jeunesse. Prenez l'essor que la vie vous a déjà donné comme viatique. Vous avez tous les éléments. Tout se trouve dans la nature. Il vous reste seulement à aller chercher ces éléments, à les regrouper pour en faire quelque chose qui pourra vous servir à vous, à votre entourage et à toute la société. Voilà donc le conseil. Courage, confiance et vision. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais revenir un peu sur la vision. Je suis contente que vous avez tous les deux un peu brossé cela, mais je vais vraiment rentrer un peu dans le détail de ça. Parce qu'effectivement, sans vision, un peuple est appelé à périr. Et une vision aussi ne peut se réaliser sans des objectifs à court, moyen et long terme. Une des choses que j'ai beaucoup observées avec la jeunesse africaine, quand j'étais au Mali, tout à l'heure, Maître Mohamed a souligné cela, je dirais que j'ai eu le privilège, en tant que femme, de commencer à travailler très jeune au Mali. À 18 ans, j'avais déjà commencé à travailler. Et comme Maître Mohamed l'a si bien souligné, c'était une des seules boîtes de communication professionnelle au Mali. Et j'avoue que ça m'a beaucoup appris, ça m'a donné beaucoup de connexions, mais non seulement cela, ça m'a ouvert l'opportunité d'avoir des connexions auxquelles j'ai pu faire bénéficier et ma famille, mon petit frère et sa grande sœur, et beaucoup d'autres amis à moi, à qui quand même j'ai pu les faire connecter à des cabinets pour du travail. Et comme Maître Mohamed l'a dit, hein, par exemple, la société d'études de marché, on te donnait à peu près une vingtaine ou une cinquantaine d'études de marché à accomplir, à remplir par jour. Et je vous assure que je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises. Hein. Ce n'était pas facile. Je n'étais pas véhiculée. Ça me prenait des fois toute la journée à marcher sous le chaud soleil de Bamako. Et pendant que je marchais, je faisais toutes ces études de marché, je me voyais, je me projetais demain, comment est-ce que je peux utiliser cette expérience pour avancer. Où est-ce que je vais venir avec ça? Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes Africains et les francophones en particulier, parce que je suis aux États-Unis, ça fait bientôt 20 ans. Une des choses que j'ai constatées comme différence avec la communauté, la diaspora africaine anglophone et la diaspora africaine francophone, c'est que la première, qui est la diaspora africaine anglophone, est beaucoup focalisée sur le business, focalisée sur l'entrepreneuriat, est beaucoup focalisée à se regrouper plusieurs fois dans l'année pour faire des levées de fonds, et même pour financer ou rénover, par exemple, leurs anciennes écoles.
au pays. Alors qu'ici, je suis désolée, encore une fois de plus, le thème d'aujourd'hui, c'est cœur ouvert sur la jeunesse africaine et l'entrepreneuriat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des discussions, certaines parties de la discussion qui peuvent choquer, mais je pense que c'est un choc qui est nécessaire pour le réveil. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté depuis mes 20 ans ici aux États-Unis? Comparé à la diaspora africaine franco-anglophone, la diaspora africaine francophone est beaucoup plus focalisée sur les parties, c'est-à-dire les fêtes, s'habiller dans les habits, les chaussures de marque. Rien de concret, en fait. Rien de concret. Et c'est vraiment mon désir aussi que ce plateforme que j'ai commencé, qu'il puisse avoir cet échange d'expérience afin que vraiment, nous, les Africains francophones, nous puissions nous réveiller et que nous puissions comprendre que tu n'as pas besoin de commencer grand. Comme Maître Mohamed l'a dit tout à l'heure, il a commencé avec les études de marché, mais il a pu utiliser ça à son avantage. Il parlait tout à l'heure du fait qu'il est passé par sa vision de devenir diplomate à vouloir être notaire. Il a eu des problèmes pour pouvoir avancer en France et tout, mais il a toujours gardé la vision. Et avant que la vision ne puisse se réaliser, il n'a pas abandonné. Des fois, tu peux ne pas arriver directement au but, prendre d'autres chemins comme Maître Coulibaly l'a souligné tout à l'heure. Mais au final, aujourd'hui, il est arrivé à là où il veut. Donc, je pense que le récapitulatif de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, tous les deux, c'est un peu cela aussi, avoir, comment ça s'appelle, des objectifs à court, moyen et long terme. Maintenant, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre cabinet en tant que tel. Je pense qu'il y a quelques mois, Maître Mohamed m'avait envoyé un screenshot des prix que vous avez gagnés au niveau du Mali et de la sous-région par rapport au cabinet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et comment est-ce que vous êtes arrivé à vous démarquer de la concurrence et au Mali et dans la sous-région? Mamadou d'abord ou bien moi? Je vous laisse choisir. Mamadou, vas-y. Tu es chargé Non, de la moi-même. communication. Vas-y, vas-y. Bon, ok. Écoute, en fait, en matière de services juridiques, il existe des organismes de classement donc qui viennent classer notre pratique et le type de dossier que l'on a, le type de client que l'on a. Et justement, le cabinet est très souvent sollicité par ces organismes-là qui ne viennent pas voir seulement les cabinets, ils vont voir aussi les grands groupes, les grandes sociétés, en leur demandant, mais quand vous travaillez au Mali, quand vous travaillez en Afrique, qui vous accompagne et sur quel type de problématique? Donc, comme ça, ils arrivent à répertorier un peu les cabinets qui sont dynamiques auprès de ces clients-là. Et finalement, ils viennent vers les cabinets pour connaître un peu quelle est leur pratique, comment ils fonctionnent. Donc, du coup, il y a tout un KYC, tout un questionnaire avec plein d'informations qu'il faut remonter, les types de dossiers sur lesquels on a travaillé, les montants en jeu, souvent les l'issue des dossiers en question. Et ces organismes de ranking, là, donc de classement, procèdent à un classement, tout simplement. Ils considèrent que sur une année donnée, dans un pays donné, tel cabinet ou telle entreprise est la première parce que en matière de qualité de clients ou de qualité de dossier ou de montant de dossier, c'est eux qui sont arrivés premiers. Donc, on a un classement sur le Mali qui a été fait par Lex4Africa, qui est un magazine juridique dédié à l'Afrique, qui nous a classé comme étant le premier cabinet d'avocats d'affaires au Mali. L'année dernière, on a été classé également par Chambers and Partners, qui est un organisme de classement mondial des cabinets partout dans le monde. Et là, pour l'instant, le cabinet lui-même a fait son entrée cette année dans le classement comme étant un cabinet de référence au Mali. Le même cabinet, le
le même organisme de classement, Lex4Africa, nous a classé comme étant 28e cabinet d'avocats d'affaires en Afrique francophone. Bon, ça, ce sont des choses qui sont liées à des classements. Et la plupart du temps aussi, ils demandent le feedback des clients. Donc, c'est vraiment un agrégat de toutes ces choses-là pour réussir à classer les cabinets entre eux. Maintenant, ce qui a fait notre différence, je pense réellement que il y a une grosse partie d'expérience. Parce que quand j'ai rejoint le cabinet, enfin, quand on s'est associé plutôt, parce que c'est plutôt ça, Mohamed avait déjà une bonne pratique de l'activité. Et on a vraiment capitalisé dessus. Moi aussi, je suis venu avec mon expérience, mais qui n'était pas une expérience, on va dire, traditionnelle de l'avocat. Parce que l'avocat traditionnel, entre guillemets, il fait, dans notre espace en tout cas, mais sous d'autres cieux, c'est le cas, mais dans notre espace, l'avocat traditionnel n'est pas celui qui conseille. Il peut conseiller sur le choix d'une procédure, mais il ne conseille pas spécialement sur les placements, il ne conseille pas spécialement sur la manière de créer. Des petits problèmes. La société, il ne conseille pas spécialement. Ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est que justement, au-delà de cette offre de service, on va dire, naturelle de l'avocat qui est de défendre et de représenter son client devant les tribunaux, on a réussi à apporter une touche nouvelle qui est celle du conseil, mais pas seulement en droit des affaires de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui arrivent à le faire, hein, mais c'est la question de la fiscalité, où là, vraiment, on fait la différence par rapport à tous les autres. Tous les autres ont plus ou moins le type de service. Ce que Mohamed fait, certains le font. Bon. Et ce que le conseil sur les contrats, certains le font. Mais il y en a très peu qui font ce que Mohamed fait, qui font du conseil sur les contrats et qui font de la fiscalité. Donc, les trois mis ensemble, ça, c'est une première différence sur le marché. L'autre différence, et peut-être que Mohamed pourra effectivement mieux dérouler là-dessus, en réalité, nous, on a une vision vraiment très moderne du métier. Parce que il faut, on n'a peut-être pas précisé, mais le cabinet a été créé en 2017. Donc, ça fait à peine 4 ans. En 4 ans d'activité, on a, Mohamed, je te corrige, on a 7 avocats maintenant. On a un avocat qui nous a rejoint la semaine dernière. Donc, on a 7 avocats et 14 collaborateurs en 4 ans. C'est un boom extraordinaire. En fait, quand on regarde le marché, la plupart des cabinets locaux sont des cabinets où il y a un seul avocat ou deux. Mais l'effectif dépasse très rarement, mais vraiment très rarement, 5 ou 6 personnes. Ça, c'est vraiment le maximum. Donc, on a misé sur les ressources humaines. Parce qu'on a compris que rendre le service au client, c'est ce qui est primordial. On n'est pas dans une posture où c'est le super avocat qui est au-dessus. Non, nous, on accompagne nos clients. Et ben, d'ailleurs, comme notre nom l'indique, Satis Partners, ce sont les partenaires adéquats. En latin, Satis, ça veut dire ce qui convient, ce qui est adéquat. Ce sont les partenaires adéquats parce qu'on considère que nos clients, ce sont des partenaires à nous. Et on veut que leur œuvre réussisse. Donc, c'est un mindset, c'est un esprit qu'on a eu en fait dans notre approche. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence par rapport aux autres. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons ou autres, mais c'est vraiment l'approche par rapport au métier qui a fait cette différence-là. Merci beaucoup, Maître Koulibaly. Je vais revenir tout à l'heure au feedback clientèle, le service client et puis la différenciation. Mais je vais d'abord laisser Maître Mohamed nous parler un peu, ajouter un peu sur ce que tu viens de nous expliquer. Oui, comme a dit mon associé Mamadou Koulibaly, il a parfaitement su mettre le doigt, il a su faire notre différence. En effet, il ne faudrait pas oublier que pour pouvoir aller de l'avant, il faut une particularité, ne pas faire les choses comme tout le monde le fait. Alors, la particularité d'abord, ça a été qu'on est dans un pays où les traditions pèsent. Généralement, dans les cabinets, il y a toujours des gens d'une grande différence d'âge, alors que chez nous, notre force, c'est que nous sommes de la même génération. Donc, nous partageons donc les mêmes états d'esprit, les mêmes valeurs par rapport aux choses.
Alors, donc, c'est ça qui fait d'abord notre dynamisme avant tout. Nous sommes donc des jeunes qui avons les têtes sur les épaules et qui convergent ensemble. Donc, ce premier lien que nous partageons ensemble a fait également que notre second point de particularité, c'est que nous avons des cœurs de métier. Alors, Satis Partenaire, Société civile professionnelle d'avocats, est érigée en deux grands pôles. Et d'autres pôles également sont en voie de naître. Nous allons conquérir les parts de marché en dédiant spécialement des collaborateurs et des avocats que sur des spécialisations en droit. C'est-à-dire, ils ne touchent qu'à un seul domaine afin de s'y spécialiser et de gagner vraiment, sinon dominer cette part de marché. Nous allons également en innovant, en allant dans des domaines où les autres également n'ont pas trop posé les pieds. Par exemple, en droit minier, mon associé que vous voyez, il participe beaucoup au forum des miniers. Il leur donne des conseils en droit des sociétés et en fiscalité, ce qui fait qu'au Mali, il participe à beaucoup de forums internationaux également touchant ces thèmes-là, ce qui fait que nous sommes quand même une référence dans certains thèmes juridiques que si on doit évoquer dans notre pays, forcément, notre cabinet aura droit de citer. Alors, les autres domaines, on viendra dans le cadre des services que nous offrons pour pouvoir les développer de façon plus en détail. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais rapidement revenir sur le feedback client, le service au client. Je crois que vous l'avez touché tout à l'heure. Vous avez vraiment touché en fait à un grand mal que nous subissons en Afrique, qui est la domination des traditions, qui est la domination de la société. Ou lorsque, par exemple, vous, dans votre contexte, recevoir le feedback du client pour dire que voilà tel service que vous m'avez donné, que j'ai beaucoup apprécié, par contre, je n'ai pas aimé tel aspect du service, vous ne vous offensez pas, vous ne prenez pas cela comme personnellement, comme une attaque à votre personne, mais beaucoup plus comme en fait quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous améliorer. Est-ce que vous pouvez un peu toucher à cela? Parce que je suis les réseaux sociaux et je constate que c'est quelque chose qui revient constamment. Beaucoup de jeunes en Afrique qui sont dans l'entrepreneuriat traversent ce problème-là. Lorsque il y a un problème par rapport au service ou quoi que ce soit, c'est la tollée générale. C'est tout le monde qui se lève pour dire que oh, cette personne est contre mon business, cette personne ne m'aime pas. On n'est pas en train de parler de sentiments, nous sommes en train de parler de profession. Et si tu te mets sur le marché pour dire que tu offres des services, qu'est-ce que vous pouvez un peu dire sur cela? Et comment est-ce que vous prenez le feedback clientèle? Par exemple, s'il y a un problème sur un dossier que le client n'a pas apprécié, comment est-ce que vous abordez le problème avec le client? Amadou, vas-y. Dans le lead. Hein? Alors, Oui. moi en fait, pour moi, ma raison d'être, c'est le client. Le client est au centre de mon intérêt, au centre de mon activité. On est là pour eux, en fait. Et quelles que soient les connaissances que je peux avoir, quel que soit le background ou bien même la notoriété, moi, je ne néglige aucun client. Tous ceux qui viennent vers moi, qui veulent un accompagnement, la personne sera traitée de la même manière que les grosses sociétés sont traitées, etc. Parce que pour nous, c'est essentiel. Parce que ce qu'il y a derrière la relation client, c'est la réputation. Un client satisfait, c'est lui qui parlera de vous mieux que vous-même. Mais un client frustré ou bien qui n'est pas satisfait ne vous vendra pas. Et qu'est-ce que cela aura pour conséquence? Cela aura pour conséquence de ne pas vous aider à grandir ou en tout cas à vous aider à bâtir la vision que vous avez de votre propre business. En réalité, c'est ça. Après, je sais que c'est humain. C'est que la critique est difficile à accepter, quelle que soit la personne. Maintenant, c'est une question d'état d'esprit. C'est de se dire, OK, après, souvent, on va se dire, ouais, mais sa critique n'est pas constructive. Mais il faut toujours savoir ou apprendre à avoir du recul sur ces choses-là.
On le sait, hein, après quelques années d'expérience, on sait que certains clients ne seront jamais satisfaits ou ils ont toujours tendance à croire que le travail de l'avocat, parce que nous aussi, on est souvent un peu mal perçu par les clients. Quand ça marche bien, le client va dire, bon, bah, mon dossier n'était pas compliqué, vous n'avez pas fait grand-chose. Et quand ça ne marche pas, ça peut arriver au tribunal, on va dire, bon, mon avocat n'a rien fait. Donc, on est un peu, on est tout le temps sur le fil. Et ce qui est important, c'est de savoir faire son autocritique. Et quand elle vient des autres, c'est de l'accepter, de l'intégrer et de voir de quelle manière on peut le modifier. Nous, à chaque fois, c'est pour ça qu'il me donne la parole, parce qu'il sait que je suis très sensible sur ces choses-là. Nous, on a même pensé on a commencé à faire ça récemment. On demande à nos clients de nous donner des attestations de satisfaction ou bien de services faits pour nous dire que, bon, voilà, on a effectué avec succès. On a pensé également à un formulaire Monkey. C'est en ligne, hein? C'est que je crois que c'est Monkey Survey ou Survey Monkey, Oui. un truc comme ça, où en fait, on a un questionnaire, on leur envoie le lien et puis on leur demande comment ils ont trouvé l'interaction, comment ils ont trouvé l'expérience avec le cabinet pour nous permettre, nous, de nous améliorer. Est-ce que le service était trop cher? Est-ce que le délai de réponse était long? Est-ce qu'on a répondu à leurs attentes? Ça, ce sont des choses qui nous permettent de nous améliorer au fur et à mesure. Parce que comme Mohamed l'a dit, à partir du moment où on est en train de penser à spécialiser nos équipes, c'est que justement, on veut là aussi continuer à donner un service de qualité. Moi, aujourd'hui, on va venir me poser des questions sur ce que Mohamed fait. Je peux le faire parce que je suis avocat, je suis juriste. Mais je vais passer 2 jours à faire des recherches dessus pour pouvoir donner un semblant de réponse qui correspond à la réalité. Mais on interroge Mohamed dans la seconde. Il a l'expérience, il a l'expertise, il peut donner une réponse avec les nuances, avec les pièges à éviter, etc. Donc, le client est vraiment central chez nous. Merci beaucoup, Maître Koulibaly. À toi, le micro, Maître Mohamed. Oui, comme l'a dit mon préopinant Maître Koulibaly, au-delà des outils mis en place au sein de notre société, outils qu'il a visé, tel que le retour des clients par rapport serait un outil mis sur Internet, permettant de juger. Et également, la force de l'équipe, c'est quoi? C'est que si on me confie un dossier que nous traitons en groupe, si moi, je mets du retard dans le délai d'exécution, l'équipe permet de me rappeler à l'ordre. Alors que si j'étais resté dans mon cabinet individuel, étant le patron, j'allais avoir des envies démesurées, une forte autorité, alors qu'en réalité, il faut savoir me remettre en question. Alors, le groupe permet à chaque élément du groupe de pouvoir se remettre en question par les autres. Parce qu'au-delà du client, nous également, si nous ne sommes pas satisfaits les uns des autres, les clients ne le seront pas. On ne peut jamais satisfaire un client, c'est clair. Mais là où on doit en venir, c'est d'offrir un service de qualité et de professionnalisme aux clients. Le professionnalisme veut qu'on ne doit pas cultiver également une certaine relation de familiarité avec le client. On doit rester professionnel, livrer le service juridique qui nous est demandé sans rien d'autre. Parce que les clients tendent également à déborder, à vous inviter chez vous, à manger ensemble. Or, le rôle de professionnel juridique n'est pas cela. C'est d'offrir son conseil juridique, son conseil d'assistance et de représentation aux clients. Si on doit aller déjeuner chez les clients, comment on va faire pour satisfaire notre portefeuille clientèle? Donc, c'est un jeu auquel il faut savoir s'y prêter. C'est le bâton et la carotte. Souvent, il faut montrer le bâton aux clients. C'est donc de mettre des règles, de règlement intérieur du cabinet en place. Les services côté tarif. Lorsque le client vient, ce n'est pas à la tête du client que nous fixons une prestation. Non, elle est déjà connue, compte tenu de la qualité de notre service, jugé par des institutions internationales, comme il a dit, qui ont eu ces règles-là et qui nous ont classé quand même premier cabinet d'affaires en matière de droit OHADA de toute l'Afrique francophone. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à vous deux et je suis vraiment en train de prendre beaucoup de notes et j'espère vraiment que nos téléspectateurs sont en train d'être beaucoup édifiés. Vous avez parlé tout à l'heure on a parlé un peu
du classement, comment est-ce que vous vous êtes démarqué par rapport à la concurrence? Comment est-ce qu'en l'espace de 4 ans, vous avez pu vous élargir? Et aujourd'hui, tous les deux ensemble, vous êtes maintenant expand, comme on dit, en 7 avocats avec 14 collaborateurs. Lorsque je suis allée au Mali en janvier passé, je suis d'abord, avant même de passer au cabinet, j'ai constaté quand même, par exemple, avec mon petit frère, Maître Mohamed, qu'il quittait la maison très tôt, 7 heures du matin pour arriver au bureau très tôt et revenir très tard. Et le jour où il m'a amené au cabinet, j'ai rencontré Maître Koulibaly. Il était pratiquement, je pense, 21 heures. Je voudrais qu'on parle un peu de cela. Parce que beaucoup ont tendance à penser, comme je pense, un d'entre vous l'a souligné tout à l'heure, on voit le produit fini. Waouh, ils sont tel ou tel. Ils ont pu s'expandre en 4 ans. Oh, de 2 avocats, ils sont maintenant à 7 avec 14 collaborateurs. Waouh, je voudrais être comme eux. Mais quel est le sacrifice qui doit être payé derrière cela? Beaucoup ne le savent pas. Je voudrais vraiment que vous nous parliez un peu de ça et à cœur ouvert. Parce que quand cela est le cas, la famille, la femme et les enfants à la maison, ou même la famille élargie au pays, peuvent froisser les sourcils. Parce que quand cela est le cas, vous n'êtes pas présent au soi-disant baptême et mariage à un point finir, comme on sait si bien le faire au Mali. Et il y a des pressions qui sont là. Il y a des pressions qui sont là. Et donc, aujourd'hui, les gens voient le produit fini. Les gens voient, oui, effectivement, c'est classement. Les gens voient, oui, que vous êtes parmi les tops. Mais parlez-nous un peu des sacrifices qui sont liés à cela. D'accord. Donc, je vais commencer en premier. Donc, ne pas monopoliser la parole de mon associé en donnant, jetant chaque fois le neige, le lave. En effet, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On ne peut pas être parfait. L'idéal, c'est de répartir sa journée selon ces différentes, comment dirais-je, ces différentes. Il y a le besoin de la famille, il y a le besoin professionnel, il y a le besoin de divertissement. Hein, et il y a un besoin également souvent de se recentrer sur soi-même et d'être seul. Mais lorsqu'on veut aller de l'avant et qu'on a un projet, ça accapare tout le temps. On ne peut pas se permettre d'allier l'utile à l'agréable. Vous êtes obligé de faire un choix, de tout donner. Parce que les clients avec lesquels nous travaillons sont très exigeants. Et en réalité, tous les clients veulent qu'on traite leur dossier au même moment. Comment s'y prendre? Nous n'avons pas le pouvoir d'ubiquité, de se publier, mais on doit pouvoir donner une satisfaction. Donc, la famille, dans un premier temps, doit comprendre. Parce que tout ce qu'on fait revient à elle. Le mérite revient à la famille. S'il faut se battre, construire, s'il faut se battre local par rapport à son exercice professionnel, s'il faut se battre pour donner un confort à la famille, des écoles privées, pour donner, offrir des vacances à la famille, des habits décents, des activités, c'est pas facile. On ne peut pas le faire en étant tout le temps, excusez-moi, je ne veux pas jeter la pierre aux fonctionnaires, mais en ayant un horaire de fonctionnaire, 7 heures du matin, je monte pour descendre à 15 heures, ce n'est pas productif. La productivité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Ça demande du temps et le temps n'est pas mesuré à l'avance. Vous êtes obligé. Mais comme je le disais, les visions, eh bien, il faut savoir se ménager également pour préparer sa vieillesse. Donc, faites bien attention. Si au moment où vous avez la force en vous, vous ne travaillez pas dur et d'arrache-pied pour préparer vos vieux jours, ben, vous allez passer de très mauvais vieux jours. Donc, je ne lancerai pas la pierre à certains également de nos parents qui n'ont pas su préparer leur retraite, mais c'est des choses qui sont combinées, qui sont liées. Nous sommes obligés à un certain moment, diminuer la cadence, diminuer la pression, donner le temps aux enfants.
Je prends un exemple qui est simple. Si vous venez de vous marier et que vous avez des enfants à bas âge, faites tout pour que, avant que ces enfants-là n'atteignent l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, que vous ayez déjà consacré quelque chose, consolidé quelque chose au plan professionnel, ne nécessitant plus votre présence constante. En ce moment-là, vous pourrez vous consacrer à eux et pouvoir également à leurs besoins. C'est très important. Il faut savoir lier les deux. Travailler pour ensuite se reposer, consacrer du temps à sa famille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Mohamed. Maître Koulibaly. Vous avez touché du doigt quelque chose de très sensible, en fait, dans notre activité au quotidien. Moi, j'ai eu 7 ans, on a fêté les 7 ans de ma promotion il y a, la semaine dernière. Et Facebook m'a envoyé l'image une des photos de ma prestation de serment où j'étais enlacé avec ma femme, avec ma robe et tout. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, waouh, ça fait 7 ans que je suis dans la profession et elle a toujours été à mes côtés. Sur la photo, mais également au quotidien, que de nuits blanches, que de stress, avec toujours elle à côté. Et je l'ai remercié pour ça. J'ai dit vraiment merci parce que c'est grâce à toi aussi que j'en suis là aujourd'hui. C'est compliqué. Il faut savoir trouver un équilibre. Notre profession n'est pas évidente, mais également notre position n'est pas évidente. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si en 4 ans, on a réussi à faire tout cela, on reste quand même encore une start-up. Quand on regarde dans la vie d'une entreprise, quelle que soit l'entreprise, en 4 ans, on est encore bébé. Après 4 ans, on est encore bébé. Nous, on est encore dans cette phase-là. C'est que moi, j'aimerais, je pense que Mohamed, c'est le cas, moi, j'aimerais bien rentrer chez moi à 16 heures, jouer avec mes enfants, me coucher tranquillement à 22 heures, 23 heures, parce que ce que vous n'avez pas vu, on est là jusqu'à 21 heures, mais quand on rentre, on travaille jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Yeah. Et c'est pratiquement quotidien. Moi, j'ai réussi, grâce à ma femme, à me déconnecter dimanche. C'est le seul jour où elle s'est battue pour que au moins on a un family time où on va voir la famille, etc. C'est le seul jour où du matin au soir, mais le soir, après le dîner, quand les enfants vont se coucher, je reprends mon ordinateur, je reprends. Mais c'est vraiment compliqué. En fait, le message à passer, c'est ça. Moi, on en est même au point où mes collaborateurs me demandent, mais est-ce que tu dors? Parce qu'à chaque fois qu'on t'envoie, quelle que soit l'heure, tu nous réponds. Mais il y a un stress. Il y a beaucoup d'implications. Mohamed parle en guillemets, du train de vie ou du fait que on doit subvenir aux besoins de nos proches. Mais moi, j'ai un autre stress supplémentaire. Il faut qu'à la fin du mois, je puisse payer mes collaborateurs. Pour payer mes collaborateurs, il faut que je continue à avoir des dossiers. Pour continuer à avoir des dossiers, il faut que mes clients continuent à être satisfaits. C'est un engrenage, c'est un cercle vicieux. Et là, clairement, il faut trouver un équilibre parce que même dans la durée, ce n'est pas quelque chose qui est censé être viable. Mais en tout cas, aujourd'hui, et ça, c'est un point que tout entrepreneur doit comprendre, après, à des degrés divers, tous les métiers ne sont pas les mêmes, c'est que quand vous lancez votre business, il faut d'abord vous en imprégner, le maîtriser et ne ménager aucun effort pour que ça réussisse. Parce qu'on voit souvent les gens lancer un business et paf, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui le gère. Personne ne viendra gérer notre business à notre place. Et c'est ça qui nous motive, en fait. On ne se drogue pas, on n'a pas de vie débridée avec de l'alcool ou etc. Mais c'est ça notre adrénaline, en fait. Elle vient de toute cette charge qu'on a sur nous et c'est ça qui nous pousse. Donc, il faut comprendre que pour réussir et dans l'entrepreneuriat, il faut cette grosse dose de volonté. On y revient. Et on revient tout à l'heure, ce que je disais, c'était la volonté. Et cette volonté-là, elle se matérialise comme ça. Qu'on sente que, OK. Et c'est également un message qu'on donne aux gens avec qui on travaille. Parce qu'on peut avoir des entreprises où le chef arrive à 11h, à 14h30, 15h, il est parti. Ceux qui sont derrière, ceux qui l'assistent, ils vont dire, bon, écoute, si lui-même, il n'est pas concerné par son affaire, c'est pas pour mon père, c'est pas pour ma mère, comme ils aiment si bien le dire ici. Je ne vais pas non plus
Mais c'est un message où on te dit, tu peux être tout ce que tu veux si tu travailles, si tu donnes le meilleur de toi-même. Mais je le reconnais, après 7 ans dans cette position, c'est dur. Sincèrement, c'est dur. Ce n'est pas, il y a pas beaucoup de repos. Et l'objectif, justement, c'est d'aller vers cet équilibre-là. Et le family time est très important, sincèrement. Et ça, comme on est à cœur ouvert, je suis vraiment content aujourd'hui de ce qu'on est en train de réaliser. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse avoir aussi cet équilibre-là partout. Parce que c'est important de donner aux autres. C'est bien d'offrir des voyages, c'est bien d'offrir des cadeaux, mais il faut pas, il faut que ça soit du quality time, mais il faut que ça soit un moment, des moments répétitifs pour que, comme il l'a dit, qu'il y ait cette habitude-là que, bon, voilà, on sait qu'il se tue à la tâche pour nous, mais qu'il pense à nous et qu'il est avec nous. Et quand il est avec nous, on en profite comme il faut. Merci beaucoup à tous les deux, Maître Koulibaly et puis Maître Boiré. Nous sommes presque à la fin de notre débat d'aujourd'hui. Je pense que nous avons quand même touché à la dernière question que j'avais pour vous deux, qui était les qualités, qu'est-ce que vous voyez comme qualité principale pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et je pense que tous les deux, vous avez touché beaucoup à cela depuis le départ, à commencer par la vision, ensuite avoir des objectifs à court, moyen et long terme, utiliser même les choses qui semblent être insignifiantes, prendre cela et maximiser sur cela. Aussi, nous avons parlé de la différenciation, être en mesure de pouvoir offrir un plus que les autres n'ont pas pour pouvoir attirer plus de clientèle. Vous avez aussi parlé du fait que vous préconisez beaucoup sur le feedback des clients, notamment vous n'êtes pas braqué quand le client vous donne un feedback négatif, mais vous voyez plutôt cela comme, en fait, je dirais, un punch pour vous aider en fait à vous corriger et avancer encore plus. Vous avez aussi parlé, je pense, de quality time avec la famille aussi. Est-ce qu'il y a aussi un dernier mot que vous avez à donner à la jeunesse africaine? Commencer. Comme je vous l'ai dit, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Dans les barreaux d'espace de tradition francophone, de forte obédience avec les barreaux français, on organise pour les jeunes avocats, les avocats stagiaires, ce qu'on appelle un concours d'éloquence appelé la conférence du stage. Je pense que mon associé et moi, nous tous, à nos époques différentes, on a eu à pouvoir se classer parmi ce qu'on appelait les secrétaires de conférence. Donc, en cette qualité de secrétaire de conférence, j'ai eu à représenter le Mali lors d'un concours international. Donc, j'ai passé d'abord le discours au Mali, ensuite je l'ai présenté à Lomé, où il y avait la Belgique, il y avait la France, il y avait tous les autres barreaux de tradition francophone. Mon thème de discours était faut-il rompre pour s'assumer? Je devrais développer cela dans l'affirmative. Et ce thème était comme annonciateur, parce que j'étais avocat stagiaire, j'avais cette volonté en moi, et ça a été l'occasion pour moi, que ce soit un crachoir, de dire tout ce que j'avais au fond de moi. Alors, pour résumer ce thème, c'est simplement oser. Rappelez-vous que Barack Obama est quand même un homme de couleur qui a su se hisser à la tête de la plus grande nation du monde. Mais comment, en osant son Yes Weekend, oser, jeunesse africaine, déplacer les accoutumances, changer, bousculer les habitudes, sortez des chantiers bateaux, dégagez votre propre foi, osez. Sinon, dès la place, si vous n'osez pas, Nous avons un petit problème technique.
Je pense que… pour avoir une place à Londres. Et maintenant, c'est rétabli, je pense. Je ne sais pas Voilà, si c'est rétabli, c'est bon. c'est bon. Mhm. Je reprends. Légèrement, oui, parce que c'était vraiment important et on veut être sûr que nous avons capté cela. Je disais que mon discours en tant que secrétaire de conférence qui m'a valu d'aller représenter le Mali dans un concours international d'éloquence, auquel j'ai été quand même, j'ai remporté le deuxième prix, a été faut-il le rompre pour pouvoir s'assumer. Tant qu'on ne rompt pas avec les habitudes, on ne peut pas s'assumer. Tant qu'on ne rompt pas avec les préjugés, avec les clichés, parce qu'on pense que la jeunesse n'est pas compétente. On pense que la jeunesse n'a pas tout le talent nécessaire. C'est ce que les aînés pensent pour être bien dans leur confort. Mais non, la jeunesse doit avoir confiance en elle-même et oser. Donc, comme je le disais, tant que la jeunesse ne va pas oser, elle ne va pas se faire une place au soleil. Il faut aller chercher. Tout est à prendre et est dans notre main. Donc, la jeunesse doit se mettre en marche et oser pour pouvoir avancer. Tous les grands de l'histoire ont osé. Je ne dirais pas les noms, mais vous les connaissez. Tous les grands hommes. Ils ont commencé à très jeune âge. Comme on dit, la qualité n'attend pas le nombre de l'âge. Non, il faut l'avoir en soi. Donc, oser la jeunesse africaine pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que j'avais à dire comme conseil. Merci, Maître Mohamed. Maître Koulibaly? Là, je pense que, vu ce qu'il a dit, je pense que c'est moi qui aurais dû commencer. Je ne pourrais pas… je ne pas dire aussi bien tout ce qu'il a dit. Mais moi, c'est devenu même une ritournelle chez moi, un refrain chez moi. Certes, je suis d'accord que la valeur n'attend point le nombre des années, mais moi, ce que je dis souvent aussi, à triompher sans gloire, à vaincre sans gloire, on triomphe sans… Bon, bref, du coup, je me suis même emmêlé les pinceaux. Mais l'idée, c'est de dire que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. En fait, ça rejoint l'idée de Mohamed, c'est qu'il faut oser. Le péril, c'est quoi? Il faut sortir des sentiers battus. Il faut sortir du confort. Il faut accepter de mettre la main à la pâte. Comment on peut comprendre qu'au Mali, les jeunes n'acceptent pas de balayer la rue ou de faire des travaux qui sont considérés comme avilissants, et quand ils vont en Europe, ils sont éboueurs, ils travaillent dans toutes les conditions. Non, il faut accepter que quels que soient les cieux et quel que soit le métier que vous avez, il faut le glorifier, il faut le mettre en avant. D'ailleurs, c'est ce qui vous met du pain sur la table. Et si vous le faites bien, vous pourrez prétendre à autre chose. Donc, allez-y, osez, comme Mohamed le dit, et travaillez avec du cœur. C'est que dans toute œuvre que vous faites, en tout cas toute œuvre licite, parce qu'il ne faut pas aller tuer des gens, il ne faut pas aller voler, voilà, dans toute œuvre licite, il faut donner du cœur à l'ouvrage. Et ça va payer, obligatoirement, il n'y a pas de raison. Et si on se rend compte, après, il ne faut pas être borné. C'est pour ça que la question de la vision est importante. C'est un résumé vraiment de tout ce qu'on a dit. Si vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, ça ne part pas, ne vous dites pas que c'est une expérience perdue. Capitalisez sur vos acquis. Quels sont vos acquis? Vous avez travaillé dans tel ou tel domaine pendant un certain nombre d'années. Ça n'a pas marché. Mais pourquoi ne pas repartir sur une autre activité, mais en se servant de cet échec-là pour rebondir? Ça, c'est très important. Avoir assez de recul sur soi. Et un autre élément qui est important, je le vois, je suis un peu les jeunes qui sachent, il faut savoir utiliser maintenant tous ces outils formidables qu'on a à portée de main. Bon, Mohamed est au-dessus du moi, il est juste au-dessus, mais merci. Et aux États-Unis, et je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre, qui sont partout dans le monde. Ne pas utiliser, on a un outil formidable entre les mains. C'est que même nous, on est de cette génération, mais on n'est pas vraiment de cette génération. Aujourd'hui, avec un téléphone, on a accès à toute l'information qu'on veut dans le monde. Au lieu d'aller suivre, c'est bien, on aime tous le foot, on aime tous le basket, on aime tous la vie de telle ou telle star. Mais pourquoi ne pas faire des recherches sur Google sur tel ou tel écrivain, sur tel ou tel philosophe, sur telle ou telle théorie.
sur telle ou telle matière, sur tel ou tel métier. Aujourd'hui, tout est disponible, tout est à portée de main. Et ça, c'est par rapport à 10-15 ans, il y a un bond extraordinaire dans l'accès à l'information. Et c'est de ça dont on doit profiter aujourd'hui. Si on arrive au lieu de passer son temps à aller sur WhatsApp, à faire des choses qui n'ont aucun intérêt, ils se battent aujourd'hui pour avoir 100 francs, pour mettre des unités dans leur téléphone, pour aller regarder des vidéos de tel ou tel, mais alors qu'ils pourraient, avec 100 francs, on peut télécharger ou lire une page Internet avec plein d'informations qui vont vous apporter de la culture ou bien qui vont vous éduquer dans tel ou tel domaine. Ça aussi, c'est un mindset qu'il faut avoir. Si je veux réussir, il faut y arriver. Juste un petit point, hein, c'est une petite parenthèse, je suis désolé si je suis trop long. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, quelqu'un est venu me voir, le fameux cousin qui voulait lancer son business. J'ai dit, mais tu sais comment on fait un business plan? Non, je ne sais pas. Mais j'ai dit, mais tu es sérieux là? J'ai dit, tu as regardé sur Internet? Il dit, non, mais regarde sur Internet. Et je suis sûr que si tu cherches bien, il y aura même un modèle de business plan pour l'activité que tu veux faire. Donc, tu cherches un modèle de business plan concernant l'activité que tu veux faire et tu adaptes à ton marché. Même si ça vient du Kazakhstan, tu l'adaptes au même. Parce que tu connais quand même un peu ton business. Si tu veux faire ça, tu connais un peu ton business. Donc, tu adaptes. C'est ça, en fait. C'est vraiment être ouvert sur le monde, mais dans le bon sens. Hein, dans le sens où on va acquérir des connaissances qui vont nous servir à aller à accomplir la vision que l'on a. Vraiment, merci beaucoup, Maître Coulibaly et Maître Boiré. Ça a été vraiment un temps formidable. Comme on le dit, hein, des fois, nous disposons, mais Dieu sachant ce qui est bien pour nous, a permis que ce soit vraiment un débat à trois et qui a été beaucoup plus enrichissant d'ailleurs. Je pense et vraiment, je prie que la jeunesse qui nous a suivis et qui nous suivra aussi, parce que tout à l'heure, je vais mettre cela aussi sur YouTube et vous donner aussi copie de ce webinaire. J'espère vraiment que la jeunesse aura tiré quelque chose de positif de ce débat d'aujourd'hui et qu'en voyant votre exemple, cela leur donnera vraiment le désir et l'espoir de savoir que oui, il semble que l'Europe est venue avec l'esclavage et tout, ils ont pris ceci, ils ont pris cela, comme on l'entend tout le temps, hein. Mais même avec ce qui nous reste aujourd'hui, nous pouvons bâtir, nous pouvons construire, nous pouvons nous lever et nous pouvons vaincre. Et je sais, et c'est cela aussi mon désir pour vous deux, pour Satis Partenaires. Je ne dirais même pas un désir, hein. Je vois cela comme une confirmation. Et je sais qu'à ma prochaine visite au Mali, ce sera encore plus grand. Vous irez encore plus de l'avant. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous deux. Je suis très fière de vous et continuez sur le chemin sur lequel vous êtes. Merci, merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, Mohamed, je ne te laisse pas le dernier mot parce que comme toi, tu parles mieux que moi, là, je le prends. Non, elle a déjà donné le dernier mot, donc c'est un merci. Ah bon, ok, d'accord. Non, vas-y. Non, moi, je voulais sincèrement te remercier pour cette initiative. C'est important. C'est important réellement de pouvoir donner cette opportunité aux jeunes, à nos frères et sœurs, de voir comment on fait pour y arriver. Sincèrement, c'est très important. Et je te remercie pour cela. Et moi aussi, en tout cas, je te souhaite plein succès dans ton entreprise, en espérant que tout l'objectif qui est recherché par ces webinaires-là soit atteint. Merci beaucoup. Merci pour tout. Allez, passez une bonne journée. Merci bien.